Avant de commencer, installez-vous confortablement. Si vous aimez ces histoires calmes pour vous détendre ou vous endormir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça aide énormément la chaîne à être recommandée. Et j'adore lire vos retours. Dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Le vent est le premier maître sur la prairie mongole. Il durcit la peau, nettoie le regard et transporte un millier d'odeurs qui signifient la vie ou le danger. Dans ce vent, sur les rives du fleuve Onon au XIIe siècle, un enfant nommé Temujin entra dans un monde qui mesurait la valeur en chevaux, en parenté et en courage. Les chroniques ultérieures se souviendront d'un présage à sa naissance. Il serrait un caillot de sang dans son poing, un signe dans la steppe que l'enfant deviendrait un guerrier. Que le présage ait été réel ou non, la vie qui suivit s'adapta parfaitement à la légende. Temujin appartenait aux Borjigin, une lignée qui revendiquait le loup bleu et la biche fauve comme ancêtres anciens. Son père, Yesugei, dirigeait un petit groupe qui chassait, pillait et troquait à travers les vallées, à l'est du Khingan. Sa mère, Oelun, n'était pas Borjiguine de naissance. Elle avait été enlevée, jeune femme, au peuple Olkonud, alors qu'elle était fiancée à un merkite nommé Shiladu. Yesugei avait mené l'enlèvement lors d'une chevauchée le long de l'Onon. Cet acte était courant dans la politique de la steppe, cruel aux yeux modernes, mais tissé dans la trame des alliances et des vengeances. Oelun s'adapta à sa nouvelle vie avec une volonté qui, plus tard, maintiendrait ses enfants en vie lorsque la tribu leur tournerait le dos. Le garçon fut nommé d'une manière qui liait mémoire privée et rivalité publique. Yesugei venait de capturer un Tatar nommé Temujin Uj, et le nouveau-né prit donc le nom du captif. Les Tatars étaient de vieux ennemis des Borjiguines, fidèles au grand État Jin au-delà de la frontière. Porter le nom d'un ennemi vaincu était un rappel de l'équilibre instable entre les tribus, une petite victoire enregistrée dans le berceau familial. La steppe forgea la première éducation de Temujin. Il apprit à monter un poney hirsute avant de savoir formuler des phrases complètes. Il apprit à traquer la gazelle, à juger de la profondeur d'une rivière à son bruit et à lire les lignes d'une crête lointaine pour y déceler le mouvement des hommes. Un enfant vivant dans une tente en feutre apprenait tôt que la faim attendait au bord de la lueur du feu. Au printemps, les troupeaux mettaient bas. En été, les familles conduisaient leurs chariots vers des pâturages plus riches. En automne, les hommes chassaient et pillaient. En hiver, ils restaient silencieux et surveillaient l'horizon pour guetter les ennemis. Il n'y avait pas de tuteur de palais, pas de livre ouvert sur une table, mais il y avait une école d'observation fine. La météo, la chair des chevaux et le tempérament humain. La première leçon politique de Temujin vint avec ses premières fiançailles. Lorsqu'il avait environ 9 ans, Yesugei organisa un mariage avec les Ongira, une tribu qui contrôlait de bons pâturages le long du Kérulène. La jeune fille s'appelait Burt. Elle venait d'une famille dont les aînés comprenaient que les mariages unissaient bien plus que deux personnes. Yesugei emmena son fils au camp des Ongirat pour qu'il vive quelque temps parmi ses futurs beaux-parents, selon la coutume. Sur le chemin du retour, Yesugei s'arrêta pour partager un repas avec des Tatars qui le reconnurent et l'empoisonnèrent. Il atteignit son propre camp vivant, mais le poison acheva son œuvre. La mort d'un chef signifiait souvent l'éclatement de son peuple. Dans ce cas, cela signifiait l'abandon d'une veuve et de ses enfants aux marges arides de la steppe. Les Taishiud, qui avaient été les alliés de Yesugei, refusèrent de suivre un enfant. Ils dépouillèrent le camp de tout ce qu'ils pouvaient emporter et s'éloignèrent, laissant Oelun avec ses fils et ses filles se débrouiller seuls. L'histoire secrète des Mongols a préservé l'amertume de cette époque. Oelun déterrait des racines comestibles sur les rives du fleuve et apprenait à ses enfants à piéger des souris et des marmottes. Ils pêchaient à travers un trou dans la glace. Ils apprirent à dormir d'un sommeil léger et à cacher leurs chevaux dans l'obscurité. La différence entre la faim et la survie pouvait tenir au poids d'un lapin capturé au crépuscule. Cette dure école grava des marques profondes dans le caractère de Temujin. Elle lui apprit que la parenté pouvait faillir et que la loyauté n'était pas un droit de naissance. Elle lui apprit qu'un petit foyer, s'il était uni, pouvait survivre à ce qui aurait dû les briser. Elle lui apprit que la merci pouvait être aussi rare que la viande en février et qu'il fallait créer son propre réseau de confiance. Ce réseau commença avec les premiers hommes qui choisirent Temujin plutôt que la lignée sanguine comme cause. On raconte l'histoire d'un pauvre berger nommé Sorkan Shira. Les Taishiud avaient capturé l'adolescent Temujin, lui avaient placé une lourde cangue autour du cou et le gardaient comme une pièce d'exposition dans leur camp. Une nuit, pendant un festin, Temujin glissa ses liens et courut vers la rivière.
Sorkan Shira trouva le garçon dans les roseaux et aurait pu gagner une récompense en le livrant. Au lieu de cela, il le cacha dans son propre chariot et risqua sa vie pour aider le fugitif. Lorsque Temujin fut plus tard à la tête de milliers d'hommes, il se souvint du berger et éleva sa famille. Le souvenir de cette gentillesse devint une règle personnelle. Récompensez ceux qui vous aident quand vous êtes pauvre et ne pas oublier les humbles. Un autre compagnon de la première heure fut Bohorchu. Temujin avait perdu un cheval à cause de pillards et rencontra le jeune homme en le cherchant. Bohorchu chevaucha avec lui toute la nuit, ils rattrapèrent les voleurs et récupérèrent les animaux. Temujin lui demanda quelle récompense il voulait. Bohorchu ne demanda rien et resta. Plus tard, il commanderait des hommes à travers toute la Chine du Nord et garderait la confiance de son seigneur quand les vieux nobles faibliraient. Gelme vint aussi, un homme des Uriankai, qui soigna Temujin après une blessure. Il y en eut d'autres, des noms qui apparaissent pendant une page ou deux puis disparaissent. Mais le schéma est clair. Temujin bâtit son premier cercle de fidèles par l'obligation personnelle et une équité visible plutôt que par le rang hérité. Cependant, le foyer n'était pas exempt de tempêtes. L'une des plus sombres survint au sein même de la famille. Temujin et son demi-frère Bekter se querellèrent lors d'une saison de disette. La dispute portait sur la viande et l'autorité, les deux monnaies qui comptent le plus quand la nourriture est rare. Temujin et son frère de sang Kassar tuèrent Bekter à coups de flèche et le laissèrent mort sur le sol. Tout le monde maudit cet acte, leur disant qu'ils s'étaient fait des ennemis de leurs propres ombres. C'est un moment central dans l'éducation morale du garçon. Il apprit ce que signifiait franchir une ligne qu'aucun aîné ne bénirait. Plus tard, lorsqu'il tint la vie de ses rivaux entre ses mains, il s'en souvint parfois et choisit la retenue. Pas toujours, et pas avec douceur, mais plus souvent que ses ennemis ne s'y attendaient. Il existe un autre fil dans la trame de sa jeunesse, l'amitié avec Jamukha. Ils s'étaient rencontrés enfants, partageant les jeux et le lait, et avaient prêté l'ancien serment d'Anda, un lien qui faisait d'amis des frères. Ils s'engagèrent à s'entraider et à partager la viande et la boisson à parts égales. Ces mots allaient résonner tout au long de leur vie. Dans la jeunesse, le serment signifiait partager une couverture et des rêves d'avenir. À l'âge d'homme, il deviendrait un test d'ambition et une chronique de trahison et de pardon. Tandis que Temujin rassemblait des compagnons, il apprenait aussi à lire la politique de la steppe au-delà de sa famille. Il observait les Kéraïtes et leurs dirigeants Togrul, que les sources chinoises appelaient Hongkan. Il observait les tribus Naïman à l'ouest et les Tatars au sud-est. Il entendait parler de raids parrainés par les djinns pour maintenir les tribus divisées. Il commença à comprendre que la survie nécessiterait un protecteur capable de l'abriter pendant qu'il forgerait une coalition plus large. La chance se présenta sous la forme d'un cadeau qui semblait modeste en soi, mais immense par ce qu'il permit d'acheter. Lorsque Temujin atteignit l'âge adulte, il partit réclamer Burt à sa famille, comme promis jadis. Les aînés Ongira honorèrent l'accord. Ils renvoyèrent le jeune couple avec une dot, parmi laquelle se trouvait un manteau de zibeline d'une qualité rare. Temujin ne garda pas le manteau. Il chevaucha vers le sud jusqu'à trouver le camp de Togrul. Il offrit le manteau au dirigeant kéraïte et lui demanda d'être traité comme un fils, en mémoire de la vieille amitié entre Togrul et Yesuge. Togrul accepta. Il appela Temujin son fils et lui promit son aide. Ce fut le premier grand gain politique de la vie de Temujin, accompli non par un raid mais par l'usage calculé de la mémoire familiale, de la courtoisie et du don. L'alliance avec Togrul apporta à Temujin plus qu'un bouclier. Elle lui offrit un modèle de gouvernance et un auditoire d'hommes puissants. Les Kéraïtes étaient chrétiens de rite nestoriens, du moins à la cour, et commerçaient depuis longtemps avec le nord de la Chine. Leur camp était un lieu où les messagers des djinns et des Karakitai apportaient autrefois cadeaux et exigences. Temujin observa comment un khan recevait les envoyés et répartissait le butin, comment il récompensait la loyauté et punissait la trahison. Il observait et prenait des notes mentales. Son propre règne ne copierait pas le modèle kéraïte, mais il avait vu comment une entité politique plus vaste pouvait être gérée et comment un chef pouvait être plus qu'un simple capitaine de brigands. L'histoire secrète, qui rapporte les paroles des anciens et des poètes mongols, contient une prière que Temujin offrit lors d'un moment de peur sur les pentes du Burkhan Khaldun. Il avait gravi la montagne pour échapper à des ennemis et avait juré de l'honorer s'il survivait. Plus tard, il déclarerait la montagne sacrée pour sa famille et exigerait que tous ceux qui la traversaient montrent du respect. Ce moment est important car il montre une facette du jeune homme souvent perdu sous l'armure du conquérant. Il n'était pas un sceptique ricanant.
Ils croyaient que le ciel éternel observait et jugeait, que les serments comptaient, et qu'un homme qui les rompait verrait sa chance se consumer. Son insistance ultérieure sur la sécurité des envoyés et le respect des accords provient de ce même terreau. Durant ces années, Temujin pratiqua également la grammaire du combat dans la steppe. Il apprit à briser une poursuite pour la transformer en piège, à simuler la fuite pour attirer un ennemi en terrain découvert, et à signaler des ordres avec des drapeaux et des torches sur un large front. Il n'avait pas de machine de siège, pas de régiment d'infanterie, ni d'ordre écrit. Il avait un esprit vif et un don pour voir comment une escarmouche pouvait devenir une décision. L'arc était le cœur de son art. Un arc mongol était un assemblage complexe de cornes, de bois et de tendons, assez court pour être utilisé en selle, mais assez puissant pour percer une armure à distance. Un cavalier pouvait décocher une flèche tout en se suspendant au flanc de son poney pour se transformer en une cible plus mince. Le garçon apprit à le faire pour le sport, puis plus tard pour sa vie. Le monde au-delà de la prairie restait une rumeur et une opportunité. Des marchands chinois venaient aux frontières avec des rouleaux de soie et des pots en fer, et avec eux arrivaient des histoires de murs courant le long de la crête des montagnes et de villes en forme de carré. Des marchands des terres islamiques apportaient du verre et du tissu, et parlaient de marchés où un homme pouvait passer un an sans jamais visiter 2 fois le même étal. Pour le moment, c'étaient des récits pour réchauffer une nuit froide. Les préoccupations de Temujin étaient plus proches et plus pressantes. Garder les chevaux en bonne santé, nourrir la famille, conserver ses amis et en gagner quelques-uns de plus. Le premier chapitre de sa vie ne se termine pas par un couronnement, mais par une tente et une promesse. Temujin était assis avec Burt sous le feutre et la peau, le précieux manteau de zibeline ayant quitté ses mains pour reposer sur les épaules de Togrul. Dehors, les chevaux broutaient l'herbe brûlée par le gel. Dans un camp voisin, Bohorchu et Jelm partageaient de la viande et parlaient de la chevauchée à venir. Quelque part dans l'obscurité, Temujin pensait à son Nanda et au jour où ils chevaucheraient à nouveau ensemble. Le garçon qui avait appris à déterrer des racines dans le sol gelé commençait à apprendre un art différent, celui par lequel un homme dispose des gens avec autant de soin qu'il dispose des pièges pour les lapins. Le vent pressait contre la yourte et sifflait son approbation à travers les jointures. L'aube sur la steppe peut être douce ou cruelle. Par un matin gravé à jamais dans les mémoires, elle fut cruelle. Temujin campait tranquillement le long d'un repli de terrain près de l'Onon. La fumée des feux nocturnes s'effilochait dans l'air froid. Les chevaux paissaient à la limite de la lumière. Les hommes de garde ressentaient plus de quiétude qu'ils n'auraient dû. Les cavaliers merkites surgirent de l'aube pâle comme une nuée de corbeaux ayant choisi une proie unique. Ils avaient de vieux comptes à régler avec la famille de Hulun et avec l'homme qui la leur avait enlevé. Ils venaient pour la vengeance et pour les femmes. Ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. L'attaque fut soudaine et précise. Le petit camp ne put tenir. Temujin se battit pour couvrir sa famille, puis s'échappa avec quelques compagnons et poussa ses chevaux vers les pentes du Burkhan Khaldoun. Bort ne put s'échapper. Elle fut capturée avec d'autres femmes et enfants et emmenée vers le nord, vers les pâturages merkites. La vieille histoire d'enlèvement revenait frapper les Borjiguines, cette fois comme une blessure plutôt que comme un pacte. Dans l'abri de fortune offert par la pierre sacrée de la montagne, Temujin s'adressa au ciel et à la terre. Il jura d'honorer la montagne si elle le sauvait. Il envoya des messages à 2 hommes dont les noms comptaient plus que tout autre. L'un était Togrul, le dirigeant kéraïte qu'il avait accepté comme fils adoptif après le cadeau du manteau. L'autre était Jamuka, le frère juré de sa jeunesse. Tous 2 répondirent. Les appels fondés sur le sang et le serment pesaient lourd dans la steppe quand la dette était manifeste. Ce qui suivit fut le premier commandement d'envergure auquel Temujin prit part. Togrul arriva en force. Jamuka amena une marée de cavaliers. Temujin, encore chef mineur, ajouta ce qu'il put. Ensemble, ils traquèrent les ravisseurs à travers les rivières et les vallées étouffées par les saules. Les merkites avaient emmené leur prise dans un camp où ils se sentaient en sécurité parmi les leurs. La sécurité est un sentiment dangereux dans la steppe. L'host allié fondit sur le camp à grande vitesse. Les flèches montaient et descendaient comme des chardons emportés par le vent. Les merkites s'éparpillèrent. Burt fut retrouvée vivante et ramenée dans les bras de Temujin. La sœur cadette de Hoelun fut également secourue. À cet instant, les alliances qui allaient façonner la décennie suivante furent forgées dans la gratitude et dans une victoire commune. Le camp qui se forma au lendemain de ce triomphe fut une véritable école vivante. Les Kéraïdes voyageaient avec leurs clercs de cour, leurs hommes d'armes, leurs prêtres nestoriens et des messagers connaissant les pistes menant à la frontière Jin et au-delà.
Les cavaliers de Jamukha affichaient une assurance princière née d'un long lignage. Temujin apportait un cercle plus restreint d'hommes qui croyaient en lui pour des raisons n'ayant rien à voir avec l'ascendance. Pendant un temps, les trois camps vécurent ensemble. Ils chassaient le même gibier, festoyaient au même chaudron et racontaient des histoires polissant les anciennes réputations tout en forgeant de nouvelles. C'est durant ces mois que la naissance de Joshi posa une mèche silencieuse. Burt était resté chez les Merkites assez longtemps pour que le doute s'exprime à travers les commérages. Jamais totalement absent d'un camp nomade. Temujin accepta Joshi comme son fils et le traita comme tel dans chaque acte public. Malgré cela, le murmure poursuivit le garçon. Dans les années à venir, ses frères utiliseraient ce murmure comme une lame. Pour l'heure, la naissance de l'enfant symbolisait la survie du foyer après un coup qui aurait pu l'anéantir. Il y avait des leçons plus pratiques à tirer. Temujin observait comment Togrul recevait les délégations et avec quelle rapidité il prenait des décisions. Il étudiait les patrouilles qui partaient du camp Kéraïte et les signaux utilisés pour signaler un étranger aperçu sur une crête. Il observait comment Jamukha gardait ses nobles fidèles par des cadeaux et comment ils perdaient leur respect par des paroles imprudentes. Il vit en combien peu de temps la fierté se transformait en ressentiment lorsqu'un homme sentait un autre gagner en renommée à ses dépens. Ce long séjour prit fin comme finissent toujours ces rassemblements, par la décision de se séparer avant que l'envie ne brise le lien. Temujin choisit de lever son propre camp et de quitter le cercle de son père adoptif et de son anda. Il fut encouragé dans cette décision par les femmes les plus proches de lui. Hoelun avait un sens infaillible du moment où la gratitude devient une laisse. Burt, qui se révélerait une stratège calme en privé, était d'accord. Temujin parla avec Jamukha. Ils utilisèrent les mots de la fraternité, mais sous ces mots couvaient les frictions que la proximité ne ferait qu'accentuer. Lorsque Temujin s'éloigna, 41 foyers d'hommes importants le suivirent. Ils ne le firent pas pour des bibelots en or ou par peur, mais parce qu'ils avaient vu comment Temujin partageait la viande et tenait ses promesses, et ils préféraient cette forme d'équité au vieux jeu de rang. La rupture rendit la tension manifeste. 1 ou 2 années de mouvements calculés suivirent. Les camps se déplaçaient tandis que chaque chef évaluait les pâturages, l'eau et le cours des alliances. Toutes les tribus observaient et faisaient leurs calculs. Les Tatars, favorisés par moments par les Jin, pour faire contrepoids aux Borjiguin, gardaient une distance prudente. Les Taishiud, qui avaient jadis abandonné Hoelun, n'avaient pas oublié le jeune homme qu'ils avaient traqué. Les Merkites couvaient leur rancœur et cherchaient des alliés. Pendant ce temps, Temujin travaillait sur le terrain, même sous ses pieds. Il organisa ses compagnons en escouade, capables d'agir sans attendre sa présence. Il créa de petits groupes de 10 et de 100 mêlant des hommes de différentes familles. Il le fit à l'état embryonnaire, bien avant d'avoir le pouvoir d'imposer un tel changement à chaque tribu. L'habitude de briser les anciennes lignées pour en dessiner de nouvelles basées sur le service commença ici. Un affrontement s'annonça en un lieu resté dans les mémoires sous le nom de Dalan Balzout. Jamukha avait la suite la plus nombreuse et les noms les plus anciens. Il avait aussi rassemblé une coalition de clans craignant ce que Temujin représentait. Il ne voulait pas d'un monde où le fils d'un berger pourrait surpasser un prince. Il voulait que l'ordre ancien perdure, avec sa hiérarchie claire lors de chaque festin. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, le ciel était chargé de poussière et le sol tremblait sous le martèlement des sabots. Les hommes de Temujin se battirent durement, mais furent submergés par le nombre. Il fut blessé et échappa de justesse à la mort. Jamukha ne se contenta pas de la victoire. Il ordonna que les chefs captifs soient bouillis vivants et que d'autres soient mutilés. Cette cruauté marqua les esprits plus que la bataille elle-même. Les hommes servant Jamukha ressentirent honte et peur. Certains s'éloignèrent dans les mois qui suivirent et rejoignirent le camp de Temujin, où ils furent accueillis, pardonnés et employés. Temujin ne sombra pas dans le désespoir après Dalan Baljout. Il fit ce qu'il faisait toujours, bouger, écouter et reconstruire. Un récit suggère qu'il passa du temps sur les terres des Jin, peut-être comme mercenaire ou comme prisonnier ayant trouvé un moyen de se rendre utile à ses ravisseurs. Des envoyés chinois écrivirent plus tard au sujet d'un chef mongol, ayant appris leurs coutumes avant de retourner dans la steppe avec une compréhension aiguisée du monde extérieur. Que cela se réfère à Temujin ou à l'un de ses proches, l'effet est de toute façon visible. Lorsqu'il reparut avec détermination, il portait en lui une compréhension plus profonde du pouvoir de l'autre côté de la frontière et de la manière dont la politique frontalière pouvait être tournée à son avantage. Vers le milieu des années 190, la carte de la steppe avait de nouveau changé.
Temujin régla ses vieux comptes par un mélange de coups impitoyables et de manœuvres soignées. Il se tourna contre les Tatars, source de tant de malheurs familiaux. Dans une campagne qui trancha leur pâturage, il brisa leur puissance. Il tua ou dispersa leurs chefs et intégra la base de leurs guerriers à sa propre suite. Un homme parmi les captifs confessa avoir abattu le cheval de Temujin sous lui pendant la bataille. Temujin admira l'honnêteté et le courage de cet homme et l'épargna. Il lui donna un nouveau nom, Gébé, la flèche. Cet homme devint l'un de ses commandants les plus habiles, un chef de cavalerie dont le sens du terrain et l'instinct de surprise terrifieraient les ennemis de la Mandchourie jusqu'au Dniepr. Parallèlement, Temujin utilisa son lien avec Togrul pour régler les affaires chez les Kéraïtes. Une faction s'était soulevée contre le vieux dirigeant. Temujin apporta son soutien, réprima la rébellion et raffermit le trône kéraïte. Cet acte plut au vieil homme, comme un père est fier d'un fils ayant agi avec sagesse. Cela fit aussi naître des murmures parmi les jaloux. Le prestige de Temujin grandissait à chaque succès. La renommée dans la steppe est aussi dangereuse qu'utile. Elle attire autant les hommes que l'attention ennemie. Le lien avec la cour Jin continua de jouer son rôle. En 1196, les Jin se tournèrent contre des groupes tatars rebelles et appelèrent leurs alliés de la steppe pour une expédition punitive. Temujin répondit présent. Il se battit bien, envoya des prisonniers et des têtes comme preuve de service et reçut en retour un titre et des cadeaux. Ce bref alignement avec un empire sédentaire dérouta certains de ses ennemis et en réjouit d'autres, y voyant la marque d'un chef capable de franchir les frontières sans complexe. Temujin prit ce dont il avait besoin de cette alliance et ne rendit que ce qui ne lui coûtait pas cher. Vers cette époque, son foyer devint plus complexe. Ses fils issus de Burt étaient désormais assez vieux pour monter à cheval et apprendre les rudiments du commandement. Joshi montrait du courage et de la générosité. Jagatai faisait preuve d'un sens rigide de la loi et d'une volonté de fer. Eugedei possédait le don de l'amitié, capable de calmer une querelle avant qu'elle ne s'envenime. Tolui, le plus jeune, avait en lui un feu que les hommes remarquaient déjà. Temujin observait ses fils aussi attentivement que ses officiers. Il organisait des mariages pour lier les tribus à sa tante. Il écoutait Burt qui le conseillait en privé, et Oelun qui n'avait rien perdu de son franc-parler. La vieille amitié avec Jamuka ne s'était pas éteinte. De temps en temps, des messages passaient et des efforts étaient faits pour retrouver la simplicité de la jeunesse. Mais la steppe permet rarement de tels vœux. Jamuka ne pouvait accepter un monde où des hommes sans lignage côtoyaient des princes. Temujin refusait de revenir à l'ancienne hiérarchie. Leurs chemins divergeaient, même quand leurs mots tentaient de se rejoindre. Les défections continuaient d'éroder la vieille garde. Des hommes présents lors du massacre des captifs après Dalan Baljout ne pouvaient chasser ce souvenir. Ils choisissaient un camp où la justice semblait plus propre, même si elle était dure. Certains venaient après une querelle privée avec un chef les ayant offensés. Certains venaient parce qu'un chaman avait parlé d'un destin écrit dans le ciel. Certains venaient parce qu'ils voulaient que leur fils s'élève plus haut qu'eux. Temujin les accueillait avec mesure. Il les répartissait dans ses unités croissantes et s'assurait qu'aucun homme ne serve uniquement avec ses cousins et frères. Cette décision, modeste au début, deviendrait le squelette d'un nouvel ordre. Les années entourant le tournant du siècle furent un creuset. Temujin avait échoué, reculé, appris, et était revenu sur le terrain plus fort et plus sûr de lui. Il s'était lié à un protecteur puissant avant de comprendre qu'un protecteur peut être à la fois un refuge et un problème futur. Il avait sauvé sa femme et son honneur avec une force d'emprunt et avait remboursé cette dette par le service et la victoire. Il avait transformé des ennemis en commandants et les rumeurs en discipline. Il commençait à moins parler des offenses personnelles et davantage d'une œuvre dépassant les vieux jeux de raid et de vengeance. La steppe n'était pas encore prête à accepter cette œuvre, mais les hommes commençaient à en entendre l'idée. Dans un camp, par une nuit de fin d'automne, Temujin siégeait en conseil avec Boortchu, Djelm, Gébé et une poignée d'anciens. La lueur du feu éclairait les visages, laissant le reste dans l'ombre. Ils examinaient où se déplaçaient aux premières neiges. Quelle tribu était devenue plus fragile? Quel allié resterait fidèle s'il devait choisir entre le vieil orgueil et la nouvelle promesse? Dehors, un jeune cavalier en manteau élimé tenait 2 chevaux et attendait l'ordre de porter des messages. Il ne savait pas qu'il chevaucherait pour une nation qui n'existait pas encore. Il savait seulement que le froid mordait un peu moins quand on se tenait près d'un cheval. Les années suivant la libération de Burt furent une ascension lente et laborieuse. La steppe est une terre de longue distance et le pouvoir y croît de la même manière. Un chef rassemble les foyers et les loyautés un par un.
Il prouve qu'il peut nourrir les hommes en hiver et les enrichir en été. Il montre que sa parole tient quand la fortune tourne au vinaigre. Dans un tel monde, la réputation voyage plus loin qu'un cavalier en une journée. Au tournant du siècle, le nom de Temujin était sur toutes les lèvres. La victoire de Jamukha à Dalan Balzout n'avait pas mis fin à la lutte, elle l'avait aiguisée. Les hommes se souvenaient des captifs bouillis et des mutilations. Ces actes annonçaient un type de règne particulier, et de nombreux guerriers respectant le lignage de Jamukha commençaient à regarder le camp de Temujin avec un intérêt nouveau. Ils y trouvaient une atmosphère différente. Un homme d'humble naissance pouvait s'asseoir près du feu s'il avait bien servi. Le butin était divisé selon la contribution. Les querelles étaient réglées rapidement et sans favoritisme. Ce n'était pas un camp complaisant, c'était un camp où les règles étaient claires, et cette clarté attirait ceux qui étaient lassés d'être méprisés par les anciens clans. Temujin reconstruisait avec patience. Il pillait quand cela servait un but et parlementait pour gagner du temps. Il maintenait des liens étroits avec Togrul et gagnait ses faveurs en réprimant une révolte kéraïte. Il fit alors sienne la cause kéraïte. Le vieux dirigeant, ravi, appela Temujin son fils et lui donna des droits de pâturage précieux. Il y avait de l'affection dans ce lien, mais aussi du calcul des deux côtés. Temujin avait besoin d'un abri pendant qu'il rassemblait ses forces. Togrul avait besoin d'un lieutenant vigoureux, capable d'amener des hommes aguerris au combat. Les vieux ennemis furent traités avec une simplicité impitoyable. Les Tatars sentirent le poids de la colère de Temujin. Il les frappa par une série de coups rapides qui brisèrent leur commandement. Il ordonna que les Tatars adultes ayant résisté soient mis à mort, acte de vengeance et leçon glaciale. Leurs guerriers ordinaires et leurs familles furent intégrés et dispersés parmi les partisans de Temujin. C'est parmi ces vaincus que se trouvait l'archer Gébé, dont Temujin admira le courage et l'habileté, en faisant l'un de ses plus grands généraux. En l'an 1221, la steppe s'était divisée en deux grandes tendances. L'une suivait Jamukha et les vieilles familles voulant un monde où le sang noble garantissait la place noble. L'autre se rassemblait autour de Temujin et de l'idée que le talent et la loyauté pouvaient surpasser le pédigré. Les lignes n'étaient pas tranchées. Des frères se retrouvaient parfois dans des camps opposés. On pouvait admirer le panache de Jamukha tout en détestant sa cruauté, ou se méfier du mépris de Temujin pour les privilèges anciens tout en cherchant sa protection car on était ignoré par des cousins princiers. Le monde de la steppe n'est jamais un simple échiquier. C'est un réseau de mariages, de rancunes et de calculs sur l'herbe et l'eau. Des coalitions rivales se formèrent. Les partisans de Jamukha le proclamèrent Gurkhan, un titre faisant écho à l'histoire ancienne. Ils rassemblèrent les Taishud, les Naïmans et d'autres clans blessés dans leur orgueil. Temujin et Togrul firent front commun. Une bataille à Yedikunan testa ces lignes. Temujin et Togrul utilisèrent leur mobilité et leur patience pour épuiser l'opposition, leur montrant que la nouvelle alliance pouvait tenir tête au grand nom. L'année suivante, Temujin acheva ce qu'il avait commencé avec les Tatars. Il avait appris qu'un moyen de briser l'ordre ancien était de mélanger les hommes de différents clans dans des unités vouant leur loyauté vers le haut plutôt que latéralement. Il commença à former des corps de 10 et de 100 qui transcendaient les lignages. Il n'avait pas encore le pouvoir d'imposer cela partout, mais il le pratiquait là où son autorité s'étendait. Cette habitude rendait plus difficile pour un chef local d'emmener sa troupe au moindre agacement et permettait à Temujin de bouger ses forces comme une seule main. La tension avec l'alliance kéraïte se cristallisa autour d'une proposition de mariage. Temujin suggéra que son fils aîné, Joshi, épouse une fille de Togrul. C'était une manière normale de sceller un partenariat, mais ici cela toucha des nerfs à vif. Les murmures sur la naissance de Joshi n'avaient pas cessé, et certains nobles kéraïtes prirent la proposition pour une insulte. Sengum, le fils de Togrul, jalousait la réputation de Temujin et craignait qu'il n'éclipse son propre héritage. Jamukha joua sur cette inquiétude, avertissant que l'habitude de Temujin d'élever des hommes du peuple éroderait la dignité de la noblesse. Une embuscade fut prévue pour éliminer Temujin. Deux bergers, habitués à écouter attentivement, tout en gardant leurs bêtes, eurent vent du piège et portèrent la nouvelle à Temujin. Il s'éclipsa avec son noyau de fidèles avant que le piège ne se referme. S'ensuivirent des semaines de péril. Au sable de Kalak-al-Jid, Temujin subit une défaite sévère. Son camp fut dispersé, sa famille risquait la capture. Il semblait que l'histoire allait finir de façon familière. L'évasion qui sauva Temujin et le serment qui suivit sont restés gravés dans la mémoire mongole.
Il rassembla une petite troupe près d'une eau boueuse que certains appelaient Baljuna. Leurs chevaux étaient épuisés, leurs provisions épuisées. Temujin abattit sa propre monture pour nourrir ses compagnons. Ils mélangèrent l'eau boueuse avec du lait de jument et la partagèrent. Ils jurèrent que si le ciel leur permettait de se relever, ils partageraient richesses et épreuves, et qu'ils n'oublieraient jamais ceux qui s'étaient tenus dans la boue à leur côté. Ces hommes n'étaient pas tous d'une seule tribu, ni même d'une seule foi. Ils étaient liés par la loyauté personnelle et par la promesse qu'un nouvel ordre récompenserait le service en premier. Plus tard, les chroniqueurs minimiseraient cet épisode, car le groupe incluait des non-mongols. Mais pour ceux qui le vécurent, ce serment fut une pierre angulaire. Les compagnons de Baljuna formèrent un cadre auquel Temujin confierait sa vie dans les batailles à venir. Le redressement vint par la ruse et la persévérance. Temujin divisa ses forces et utilisa une fausse retraite pour attirer des détachements kéraïtes sur un terrain choisi. Il frappa leurs flancs avec des hommes cachés et pressa le combat jusqu'à ce que la ligne kéraïte se brise. Togrul s'enfuit et mourut des mains d'étrangers qui ne le reconnurent pas. Sengum s'exila. Temujin absorba le peuple kéraïte comme il l'avait fait pour les Tatars. Il se maria dans la famille royale vaincue et organisa des mariages pour ses fils, transformant les anciens prétendants en membres de son foyer. Sorgag Tani Beki, une jeune femme de lignée kéraïte, qui façonnerait un jour le destin de ses petits-fils, entra dans la famille à cette époque. Avec la puissance kéraïte brisée, seules les confédérations naïmans restaient un obstacle sérieux. Les naïmans regardaient vers l'ouest autant que vers l'est. Ils avaient des contacts avec les royaumes sédentaires et les vestiges du monde Kitaï. Leur chef, Tayan Khan, était brave mais indécis. Avec lui se trouvait Kuchlug, un jeune homme ayant plus d'audace que de jugement. Jamukha avait trouvé refuge auprès d'eux et les poussait à frapper Temujin, avant que son élan ne devienne irrésistible. Le combat eut lieu dans les hautes terres, à Shakirmoth. L'armée de Temujin s'était adaptée à des opérations de grande envergure. Des éclaireurs chevauchaient loin devant. Des signaux de drapeaux et de fumée transmettaient les ordres. Le cœur de sa force restait des archers montés capables de délivrer une tempête de flèches avant de charger à la lance et au sabre. Les naïmans se battirent vaillamment, tentant d'attirer Temujin sur un terrain accidenté, mais Jeb et Kassar trouvèrent les failles. La bataille dura plusieurs jours. Quand les naïmans rompirent, ce fut complet. Tayan Khan tomba et Kuchlug s'enfuit vers l'ouest. Jamukha s'éclipsa dans les collines. Le peuple naïman rejoignit les Kéraïtes et les Tatars, intégrés à ceux qui appelaient désormais Temujin Khan. La fin de la rivalité avec Jamukha est l'une des scènes les plus révélatrices de toute la saga. Les propres hommes de Jamukha le trahirent et l'amenèrent enchaîné à Temujin, espérant gagner ses faveurs. Temujin ordonna l'exécution des traîtres pour avoir rompu leurs liens de loyauté. Il offrit son pardon à Jamukha et un retour à leur fraternité s'il acceptait un rôle subordonné. Jamukha refusa. Il demanda une mort qui ne verserait pas son sang, le dernier privilège d'un prince. Temujin accéda à sa demande. Ils se parlèrent comme des hommes se souvenant d'avoir partagé une couverture enfant, puis le vieil ami disparut. Cette mort fermait un chapitre commencé par le partage d'un bol de lait. La steppe était désormais ouverte à une œuvre que personne n'avait réussi depuis des générations. Temujin convoqua une grande assemblée sur les rives de l'Onon supérieur. Les chefs, les anciens et les capitaines des nouvelles unités arrivèrent. L'assemblée proclama Temujin comme Genghis Khan. Les savants ont débattu du sens de ce titre. Certains y voient l'idée de l'océan et de l'immensité, d'autres un sens de fermeté, un dirigeant inébranlable. Quoi qu'il en soit, l'effet était clair. L'homme ayant survécu à la pauvreté, la capture, la trahison et la défaite était élevé comme souverain d'un peuple uni. Cette unification n'était pas qu'une affaire de titre, c'était un changement dans la circulation du pouvoir. Temujin s'attacha à affaiblir les vieux liens de clan pour renforcer les liens avec le centre. Il confirma l'organisation décimale, dizaines, centaines, milliers, 10 milliers. Il prit des guerriers des tribus vaincues et les plaça dans des unités commandées par ses fidèles. Il agrandit sa garde personnelle, la Keshig, corps d'élite vivant près de lui et apprenant l'administration. Il ordonna que des listes soient tenues, que le butin soit enregistré avec soin et qu'aucun soldat n'en prenne plus que son dû. Il établit des punitions pour le vol, la désertion et les agressions contre les envoyés. Il accorda des privilèges aux prêtres, moines, imams et médecins. Il encouragea l'usage de l'écriture ouïghour et rassembla des scribes capables de transformer une parole en un commandement écrit. Il commença à concevoir des relais de poste, le yam,
pour que les messages voyagent plus vite que n'importe quelle monture. Tout cela prit forme rapidement, mais les racines plongeaient dans les années de lutte. La transformation avait aussi un visage humain. Temujin récompensa ses compagnons de Baljuna. Bohorchu et Djelm reçurent les honneurs dus. Jeb et Subutai commencèrent à planifier des frappes de longue portée. Les femmes qui avaient maintenu le foyer prirent aussi leur place. Burt restait le centre calme, et Eulun voyait le garçon qu'elle avait nourri devenir l'homme auquel des peuples entiers obéissaient désormais. Lorsque les chefs soulevèrent Temujin sur un tapis de feutre et l'acclamèrent comme Genghis Khan, le son roula comme un coup de tonnerre. Ce titre n'était pas la fin d'une lutte, mais le début d'un travail différent. Un peuple avait été rassemblé. Il lui fallait maintenant des règles, des officiers, des routes, et un but dépassant la vengeance privée. Genghis Khan renforça la structure décimale pour briser le pouvoir des lignages. Les cavaliers étaient mélangés pour que les cousins ne chevauchent plus seulement avec des cousins. Les commandants étaient choisis pour leur courage prouvé plutôt que pour leurs titres ancestraux. Ainsi, un homme ayant réparé des harnais toute sa vie pouvait se retrouver responsable de 100 cavaliers. La Keshig, la garde, devint une véritable école de gouvernement, liant les grandes familles au centre par l'honneur. La loi, que nous appelons la yassa, vivait dans les proclamations et les archives des scribes. Le vol de bétail était sévèrement puni, le meurtre au sein du camp également. Les soldats avaient l'interdiction d'abandonner leurs camarades. Les parts de butin étaient rigoureusement divisées. Surtout, la règle voulait que les envoyés soient sacrés. Porter atteinte à un messager, c'était défier le khan et l'ordre qu'il bâtissait. La religion ne devint pas une arme. Des moines nestoriens côtoyaient des lamas bouddhistes, des musulmans priaient librement, et les chamans continuaient d'invoquer les esprits. Genghis Khan encourageait chacun à ses propres rites, interdisant les persécutions. La tolérance était un acte d'État aussi vital que la nourriture pour les chevaux. Le Khan donna des ailes à ses paroles grâce au yam, la chaîne de relais de poste. Chaque poste disposait de chevaux de rechange, de fourrage et d'hommes prêts. Le courrier portait une tablette d'autorité, païsa, en métal ou en bois sculpté, lui permettant d'exiger une monture ou un abri. Les ordres circulaient désormais plus vite que n'importe quelle armée ennemie. Le commerce et le commandement marchaient main dans la main. Le Khan reconnaissait que les caravanes avaient besoin de protection. Il s'associa à des marchands, souvent d'Asie centrale, les Ortoks, qui fournissaient l'armée en échange de sécurité et de privilèges. Ces partenariats transformèrent le pillage en impôt et l'impôt en soutien planifié. Genghis Khan testa ensuite ses frontières avec les Xia, Tangut, au sud-ouest. Ce royaume était riche en villes et en artisans. En 1205, ses cavaliers lancèrent des sondages. En 1209, il revint avec une armée plus nombreuse. Le cœur des Xia était la ville de Zhongxing, protégée par de hauts murs et le fleuve jaune. Les Mongols, maîtres de la selle mais novices face aux murs, ne se laissèrent pas décourager. Le Khan rassembla des ingénieurs chinois et Kitai. On construisit des catapultes. On déplaça des pierrières sur des plateformes à roues. On tenta de détourner le fleuve jaune pour inonder la ville. Bien que les travaux de terrassement aient échoué et se soient retournés contre les assiégeants, la leçon fut apprise. Le Khan utiliserait l'eau, le feu et les compétences étrangères aussi volontiers que l'arc. La cour Tangut finit par demander la paix, acceptant de payer tribut et d'envoyer des otages. Le Khan avait gagné plus qu'un trésor. Il avait obtenu une frontière calme pour plusieurs années. Son attention se tourna alors vers le poids immense de la dynastie Jin. En 1211, il appela ses commandants pour une campagne sans précédent. L'armée franchit les cols gardant la plaine du Nord, cherchant les sentiers négligés et utilisant la connaissance des peuples opprimés par les Jin. Une fois en plaine, la cavalerie se répandit avec une coordination surprenante. Des retraites feintes attirèrent les forces Jin hors de leur position fortifiée vers un terrain où une tempête de flèches pouvait les briser. Une cavalerie capable de couvrir 80 ou 100 km par jour devenait un outil stratégique redoutable. Ville après ville apprit le calcul de la guerre mongole. Une garnison qui ouvrait ses portes tôt était épargnée et taxée. Celles qui résistaient et causaient des pertes étaient brisées à titre d'exemple. Cette politique n'était pas sentimentale, c'était un maintien de l'ordre à l'échelle provinciale. Dans le même temps, les artisans et les savants étaient protégés et envoyés vers le nord pour servir l'État grandissant. Le Khan comprenait que leurs compétences étaient un trésor. Gengis Khan ne portait pas tous les coups lui-même. Mukhali se révéla être un pilier dans les plaines du nord. Quand le Khan retourna dans la steppe, il laissa à Mukhali l'autorité d'étendre la position mongole. Mukhali le fit avec patience,
acceptant les redditions et plaçant des administrateurs locaux pour maintenir le fonctionnement des tribunaux et des greniers. Les Mongols annexaient le gouvernement lui-même. Cette campagne forgea aussi les réputations de Jebé et de Subutaï. Ce dernier commençait à penser en termes de saison et de géographie plutôt qu'en jours de combat. Ses fils aussi apprenaient le fardeau du commandement. Joshi se fit un nom par sa générosité envers les communautés s'étant rendues. Jagatai montra un sens de la loi inflexible. Ögedei s'avéra un conciliateur. Tolui observait tout avec une attention féroce. Le Khan les surveillait tous et prenait conseil auprès de Burt. La cour Jin tentait de comprendre ce nouvel ennemi, déplaçant sa capitale à Kaifeng face à la pression. En 1215, Zhongdu, Pékin, tomba après un long siège. Le sac suivit. La ville apprit ce que signifiait résister à un peuple tenant un registre de chaque promesse. Derrière la tempête, les scribes ouïghours et les comptables persans commençaient à organiser le butin et les impôts. Le Khan écoutait ceux qui pouvaient lui expliquer comment prélever des revenus sans tuer la source. L'armée changeait. Les machines de siège faisaient désormais partie de l'équipement standard. Des pots à feu étaient lancés, les murs étaient minés par des sapeurs. Lorsque l'armée frappait en profondeur, elle emmenait ses forgerons, charpentiers et médecins. La diplomatie ne restait pas inactive. Le Khan mariait ses filles et nièces à des chefs alliés stratégiques, comme Alakai Beki, qui dirigeait un corridor vital avec prudence et protégeait les caravanes. L'image de la horde nomade ne sachant que brûler s'effacer au profit d'un État capable de combattre, de taxer et de protéger. La route vers l'ouest s'ouvrit après que Genghis Khan eut sécurisé son flanc nord. Kuchlug, le prince Naïman fugitif, s'était emparé des terres des Karakitai. Jeb le traqua à travers la vallée de Lili jusqu'au toit du monde, brisant la résistance et capturant le rebelle. La frontière mongole touchait désormais les domaines du Shah de Khwarezm. Le Khwarezm s'étendait de la mer d'Aral jusqu'aux portes de l'Iran. Son dirigeant, Ala ad-Din Muhammad, avait de la puissance sur le papier, mais des faiblesses dans la gestion des hommes. Sa cour était minée par les rivalités, notamment avec sa mère, Terken Khatun. La guerre ne commença pas par une invasion, mais par le commerce. En 1218, des caravanes franchirent la frontière. À Otrar, le gouverneur saisit une caravane, accusa les marchands d'espionnage et les fit tuer. Le Khan envoya des émissaires demander réparation. Le Shah répondit par une insulte, rasant la barbe d'un envoyé et tuant les autres. Dans la loi mongole, c'était un crime contre l'ordre universel. La décision de faire la guerre fut prise. L'Assemblée planifia la campagne en fonction des fleuves Oxus et Jaxart. Joshi sécurisa le corridor fluvial. Jagatai et Ögedei marchèrent vers Bukhara et Samarcande. Le Khan lui-même suivit avec le gros des troupes. Otrar tomba après un siège acharné. La ville fut démantelée et son peuple dispersé en guise d'avertissement. Bukhara fit face avec un cœur divisé. Les Mongols apparurent là où on ne les attendait pas, après avoir traversé des terres arides avec de l'eau dans des outres de cuir. Samarcande, plus riche et plus forte, fut encerclée. Les ingénieurs chinois et Khitai assemblèrent des trébuchets et des lanceurs de naphte. Après plusieurs jours de combats acharnés, la ville ouvrit ses portes. Le Shah Muhammad s'enfuyait de ville en ville, arrivant toujours trop tard pour organiser une défense. Il finit par mourir sur une île de la mer Caspienne. Son fils Jalal ad-Din rassembla ce qu'il put des débris de l'Empire. Le cœur du Khwarezm était pris. La chute d'Urgench montra toutefois des tensions au sein du camp mongol. Joshi et Jagatai se querellèrent sur le sort de la ville, le premier voulant la préserver pour la taxer, le second voulant la punir. Ögedei dut arbitrer, autorisant un sac qui répondait au désir de vengeance. Cet épisode apprit au Khan que l'harmonie entre ses fils n'était jamais acquise. Le Khorasan fut la cible suivante. Tolui descendit les routes fluviales. Merv ouvrit ses portes. Nishapur résista et subit des représailles effroyables. L'ampleur des destructions dans ces régions a été débattue, mais il ne fait aucun doute que les pertes furent terribles. Les Mongols maîtrisaient la dose minimale de terreur nécessaire pour obtenir la reddition des autres villes, puis envoyaient des percepteurs pour remettre de l'ordre. Pendant que les armées principales prenaient les cités, Jebé et Subutaï demandèrent la permission de poursuivre Jalal ad-Din et d'explorer de nouvelles routes. Ils contournèrent la Caspienne, bâtirent une armée géorgienne, franchirent le Caucase par la ruse et les pots de vin, et dispersèrent les Koumans. Leur chevauchée se termina par la bataille de la rivière Kalka, où les princes russes furent écrasés. Jebé et Subutaï ne restèrent pas pour occuper les villes. Ils avaient chevauché trop loin pour cela. Ils retournèrent vers la steppe pour rapporter leurs découvertes,
riche de cartes et d'une vision globale des distances. À la suite de la campagne occidentale vint l'administration. Des darugachi furent placés dans les villes clés. Le yam fut étendu. Le khan n'inventait pas la gouvernance, il la rendait portable. À Bukhara, un clerc persan travaillait avec un scribe ouïghour. Le réseau tenait parce que les punitions pour le briser étaient immédiates et parce que les profits pour le respecter étaient visibles. La querelle entre Joshi et Jagatai obligea Genghis Khan à convoquer un conseil de famille. Il nomma Ögedei comme héritier, non pour sa force guerrière, mais parce qu'il pouvait parler aux deux camps et maintenir la paix. Joshi reçut les terres de l'extrême ouest, mais il mourrait avant son père. Pour le moment, un règlement était scellé. Genghis Khan se tourna ensuite vers le sud contre Jalal ad-Din. Sur les rives de l'Indus, ils se livrèrent une bataille féroce. Jalal ad-Din montra un courage tel qu'il plongea son cheval dans le fleuve sous une pluie de flèches pour s'échapper. Le Khan l'admira ouvertement. L'armée mongole ne franchit pas le cœur de l'Inde. Elle avait démantelé son rival et montré qu'aucune distance ne lui était inaccessible. La guerre occidentale avait appris aux Mongols à combattre partout. Déserts, jardins, murs et plaines. Elle les enrichit d'idées et d'artisans. Genghis Khan commença à penser qu'un dirigeant capable de briser et d'assembler à cette échelle pourrait fixer les frontières du monde lui-même. Dans sa yourte d'hiver, les grands capitaines revenaient. Jebé et Subutai mesuraient les distances. Ses fils racontaient leurs apprentissages. Hoelun, âgé, regardait ses petits-fils et pensait aux années de famine. Dehors, les cavaliers du Yam disparaissaient dans la nuit avec de nouveaux ordres. La steppe n'en avait pas fini. Genghis Khan tourna de nouveau son regard vers l'est. Il avait brisé un fier empire sur l'Oxus, mais les rapports du Yam indiquaient que les Xixia, les Tangoutes, avaient manqué à leurs obligations. Le Khan ne tolérerait pas cette défiance. Il retourna sur l'Onon avec un camp plus vaste. La Keshig était devenue une école de commandement. Les scribes ouïghours et les clercs persans travaillaient ensemble. Un érudit Kitai, Yelu Shukai, se tenait près de lui. Yelu Shukai ne parlait pas de merci, mais de fiscalité. Tuez et vous prendrez un tribut pour un jour. Dénombrez et vous prendrez un revenu pour une génération. Ce conseil convenait au Khan. Il apprit quand s'arrêter de détruire. Sa famille avait changé. Burt restait le centre calme. Hoelun se souvenait des temps anciens. Avant de repartir, le Khan fixa l'organisation décimale comme structure même du royaume. Les chefs de milliers devaient juger les disputes. Les darugachi surveillaient les revenus. La yassa vivait dans les proclamations. Above tout régnait la règle de la sacralité des envoyés. Le Khan donna une nouvelle fois des ailes à ses paroles, grâce à un système de relais renforcé. Le regard du Khan se porta sur les Xixia, qui n'avaient pas envoyé de troupes pour la guerre occidentale. Il résolut de les châtier. L'armée traversa des déserts de gravier en plein hiver, là où personne n'attendait une armée. Les villes tangoutes tombèrent les unes après les autres. Subutai coupa les routes de ravitaillement. Les Mongols utilisaient tout ce qu'ils avaient appris, mines, béliers, et même l'usage de l'eau pour affaiblir les murs. Tandis que le siège de la capitale Jiangxing se resserrait, Joshi mourut dans l'ouest. La rumeur sur sa naissance ne fut jamais étouffée, et cela entacha les discours de ceux qui ne l'aimaient pas. Genghis Khan se retira dans sa tente avec Burt. Ils parlèrent comme un homme et une femme ayant survécu à tout. Quand il en sortit, le camp ne vit aucun changement. Le travail continuait. La phase finale contre Jiangxing fut implacable. La cour tangoute demanda la paix, mais le Khan exigea la reddition personnelle du souverain. Celui-ci hésita. Les machines de siège reprirent leur œuvre. Durant ce long investissement, un accident vint obscurcir les derniers jours du Khan. Il n'était plus un jeune homme. Lors d'une chasse ou d'une chevauchée, il tomba de son cheval. Certains dirent qu'il se brisa des os, d'autres qu'une fièvre s'empara de lui. La vérité est qu'il commença à faiblir. Il n'annula pas le siège, ordonnant que l'œuvre soit achevée. Il convoqua ses fils, confirma Ögedei comme héritier et leur demanda de finir la conquête de la Chine du Nord. Il parla de protéger le Yam, d'honorer les marchands et de se souvenir de Baljuna, là où la loyauté fut testée dans la boue. Sa mort survint loin de la ville, peut-être dans les montagnes de Liupan. La Keshig garda le secret. La ville tomba et le dernier souverain Tangout fut puni. Lorsque le corps put être déplacé, une escorte commença le long voyage vers le nord. La légende dit qu'ils tuèrent tout passant pour garder le lieu secret, que des chevaux piétinèrent la terre pour effacer toute trace, et qu'une forêt fut plantée sur sa sépulture au Burkhan Khaldoun. Il avait dit à ses fils qu'un roi de la steppe n'avait pas besoin d'une pierre pour indiquer où s'incliner, mais seulement de leur mémoire.
Les rites furent simples et sacrés. Les bannières noires furent roulées, les blanches levées. Les chamans demandèrent au ciel éternel de recevoir cette âme qui avait détourné le cours des fleuves. Les hommes de Baljuna se tinrent là, tête baissée. La mort de Genghis Khan n'était pas la fin. L'armée bougea de nouveau vers le Kurultaï qui élèverait Ögödei. Celui-ci commença par ouvrir les coffres et donner généreusement, prouvant que le centre était fort. Il choisit la vallée de l'Orkhon pour bâtir Karakorum, qui devint une ville de tentes et de bois, un carrefour pour les forgerons, les charpentiers et les marchands. Yelu Shukai y organisa un système de taxation mesuré. Le réseau du Yam devint la toile d'un continent. L'armée reprit la guerre contre les djinns. En 1234, leur règne s'acheva. Puis la tension se tourna vers l'ouest. Batu, fils de Joshi, et Subutai lancèrent une campagne immense. Ils traversèrent la Russie en plein hiver, utilisant la glace comme route. En 1241, ils frappèrent la Pologne et la Hongrie. L'Europe tremblait devant ces guerriers capables de construire des ponts en une nuit. Mais alors que l'Europe semblait perdue, Ögödei mourut à Karakorum. La loi exigeait que les princes retournent élire le nouveau Khan. Batu, qui n'aimait pas Guk, fils d'Ögödei, dut se plier à la coutume. Guk régna peu de temps. Après lui, Monke, fils de Tolui et de Sorgaktani Beki, fut élevé. Monke était un homme de liste et de rapport précis. Il ouvrit deux fronts, l'un vers le sud contre les Song, l'autre vers l'ouest. Son frère Hulagu fut envoyé vers Bagdad. La ville, phare de la civilisation, tomba après un siège dévastateur. Le califat prit fin. Hulagu créa son propre État, l'Ilkhanat, où il encouragea les sciences et l'astronomie. Cependant, la maison de Genghis commençait à se diviser. Berk, le frère de Batu devenu musulman, s'opposa à Hulagu. Les neveux et cousins s'entretuèrent pour la première fois à grande échelle. Dans l'Est, Monke pressait les Song, mais mourut durant la campagne. Une guerre civile éclata entre ses frères Kublai et Arik Bök. Kublai l'emporta et déplaça sa capitale à Khanbalik, Pékin, fondant la dynastie Yuan. Kublai devint un empereur chinois, protégeant le commerce, imprimant de la monnaie de papier et recevant des envoyés comme Marco Polo. La conquête des Song fut longue et difficile, s'achevant par une bataille navale à Yamen en 1279. Le dernier ministre Song plongea dans la mer avec le jeune empereur. Kublai tenta ensuite d'envahir le Japon et l'Asie du Sud-Est, mais apprit que sa cavalerie avait des limites dans les tempêtes marines et les jungles. L'empire s'était fragmenté en 4 grands domaines. La Horde d'Or à l'ouest, l'Ilkhanat en Iran, le Khanat de Jagatai en Asie centrale et la dynastie Yuan en Chine. Pourtant, malgré la fragmentation politique, la Pax Mongolica permit un échange d'idées et de biens sans précédent. Le papier, la poudre à canon et les connaissances médicales voyagèrent. Malheureusement, la peste voyagea aussi le long de ces routes, dévastant le monde au XIVe siècle. Le souvenir de Genghis Khan resta un courant profond. La Yassa continua d'influencer les lois. L'histoire secrète préserva sa voix. Des siècles plus tard, on se rendait encore au Burkhan Khaldoun pour lui rendre grâce. Partout où un courrier chevauchait en sécurité, partout où un marchand réclamait justice sous un sceau mongol, une trace de son idée première subsistait. Il avait bâti bien plus qu'une armée. Il avait conçu un moyen de projeter le pouvoir à travers l'espace et le temps. Son nom resterait à jamais lié à l'ambition d'unir le monde sous un même ciel.